Imaginez que votre mari avec qui vous êtes marié depuis déjà 3 décennies est le pasteur le plus apprécié de l'église, de la ville où vous vivez, et l'homme qui prêche sur la foi, la famille, le véritable amour toute la semaine, et qui de temps en temps publie encore sur Facebook de petits mots d'amour à votre intention, disant devant tout le monde que vous êtes la meilleure personne qu'il ait jamais rencontrée dans sa vie. Mais une fois la porte fermée, ce même homme te met la pression chaque semaine pour que tu aies des relations sexuelles avec d'autres hommes, et quand tu résistes et que tu ne veux pas, il te traite de frigide, il te fait porter la faute. Quand ces rencontres sexuelles avec des inconnus ne se passent pas comme il le voulait, il exige encore que tu t'assoies et que tu lui écrives une déclaration détaillée de votre vie sexuelle pour qu'il puisse la garder et la lire quand il veut. C'est complètement bizarre, non? Mais ce n'est pas tout. Mais à chaque fois que tu parles de séparation, ce type-là met le canon d'un revolver sous son propre menton juste pour te faire peur, n'est-ce pas? Et si jamais tu insistes et qu'il fait ce qu'il menace de faire, hein? Tu as imaginé? Alors, qu'est-ce que tu ferais dans une situation comme celle-là? Eh bien, cette situation est réelle. Elle s'est vraiment produite. Et lors d'une nuit de mars 2021, la femme qui a vécu cela a pris une décision qui a bouleversé sa vie et celle de toute la ville de fond en comble. Mais cette affaire est bien plus riche en détails, bien plus complexe que ce que tu peux imaginer, d'accord? Marcos Campos, et voici l'histoire d'une famille qui semblait être le portrait parfait jusqu'au jour où elle a cessé de l'être. Et il y a des choses qu'on doit examiner de plus près, d'accord? Parce qu'il y a trop de questions pour une affaire apparemment aussi évidente. Alors passons aux faits. Commençons par le début, ou du moins par ce qui semblait être le début. L'endroit, c'est Ada, une petite ville de moins de 20 000 habitants dans l'État de l'Oklahoma, aux États-Unis. Une ville où tout le monde se connaît, tu vois. L'église y est le lieu de rencontre. C'est à peu près le centre de la vie sociale de la ville, tu vois. Et dans cette ville, le pasteur le plus apprécié est un homme appelé David Charles Evans. Environ 50 ans à l'époque, pasteur principal, d'une église baptiste de là-bas. Et il avait commencé à étudier pour devenir pasteur en 2007 ans. Déjà d'âge mûr, il avait gravi tous les échelons jusqu'à atteindre le poste principal de la congrégation en 2015. Sa propre épouse le décrivait comme un homme charmant, doux, charismatique. Ce pasteur était marié depuis 30 ans à Christy Donnell Evans. Elle avait aussi 47 ans à l'époque du crime. Et ils avaient 3 enfants, l'aîné Brittany Long et 2 garçons. Parmi eux, comme je vais l'expliquer plus tard, l'un avait même un nom assez curieux. Mais pour que vous ayez une idée à quel point l'image publique du couple était solide, le 15 mars 2021, un lundi après-midi, le pasteur David a écrit un post sur Facebook adressé à sa femme. Et c'était un long post sentimental où il disait qu'il avait rencontré Christy quand ils étaient très jeunes, qu'il l'avait demandé en mariage après seulement quelques mois de relation. Et que 3 décennies plus tard, il essayait encore de la conquérir chaque jour comme si c'était la première fois. Super romantique, le pasteur. Dans une phrase précise de ce post, il a écrit, et c'est une partie très importante à retenir, d'accord? Qu'il n'était pas son propriétaire, qu'il ne la contrôlait pas, et qu'elle était sa partenaire et son égale dans la vie. Les fidèles ont aimé ça, ils ont commenté, partagé, et tout le monde était content. C'était exactement le genre de choses qu'on attendait, n'est-ce pas, d'un pasteur exemplaire de cet âge. 3 jours après cette publication, le 18 mars, David a posté autre chose sur Facebook. Mais cette fois, c'était un selfie pris dans un orphelinat là-bas, au Mexique, où il était parti en voyage missionnaire pour aider des migrants qui étaient laissés là, à la frontière, par les patrouilles américaines. Il a écrit dans la légende de cette publication qu'il faisait de son mieux pour être les mains et les pieds de Jésus, montrant l'amour de Dieu aux autres. Il avait même posé avec un garçon qui portait un t-shirt Star Wars. Et il en a profité pour plaisanter, parce que David était tellement fan du film qu'il avait même donné le nom d'Anakin à un de ses propres enfants. Tu te souviens que j'ai dit qu'il y avait une histoire intéressante sur son fils? Eh bien, c'est celle-là. Eh bien, le voyage missionnaire au Mexique a duré environ 1 semaine. Et à son retour, il est allé directement à l'église pour reprendre ses habitudes. Et pendant le sermon, le culte, il a été marqué d'ailleurs à cause de ce qui s'est passé quelques heures plus tard, d'accord? Et c'est pourquoi je vais tout raconter calmement, dans les moindres détails. Regardez, le thème choisi était la guerre spirituelle.
David a parlé à sa congrégation de faire l'œuvre de Dieu, de convertir des personnes. Et puis il a dit que si tu fais l'œuvre de Dieu, il faut t'attendre à ce que l'ennemi vienne te détruire. Et il ne fallait pas que quelqu'un soit choqué ou commence à pleurer quand l'attaque viendrait. Comme s'il disait, en quelque sorte, que pour lui, peut-être, l'attaque allait arriver. Et si le diable ne t'attaquait pas, il y avait une raison. Et si le diable t'attaquait, il y avait aussi une raison. Alors il est sorti de l'église ce dimanche-là, saluant tous les fidèles. Il est rentré chez lui avec sa femme. Et quelques heures plus tard, déjà passé minuit, il était allongé là dans son lit, dans la chambre du couple, en train de dormir, sans avoir la moindre idée de ce qui était sur le point d'arriver. L'appel au service d'urgence a eu lieu peu après 1h du matin. Le 22 mars, c'était un lundi. La voix à l'autre bout du fil était celle de Christy Evans, l'épouse du pasteur. Et ce qu'elle a raconté à l'opératrice était à peu près ceci. Elle avait été réveillée par un bruit fort, une détonation. Elle avait ouvert les yeux et vu son mari allongé sur le lit, saignant, un bruit de gargouillement sortant de sa bouche. Elle a dit qu'elle n'avait vu personne, qu'elle n'avait entendu personne, mais que quelqu'un, clairement, était entré chez eux et avait tiré sur son mari. La police d'Ada est arrivée à la maison en quelques minutes. Ce que les policiers ont trouvé à l'intérieur correspondait exactement à ce que l'appel avait décrit, n'est-ce pas, à ce que l'épouse avait dit. Le pasteur gisait sur le lit du couple, saignant du nez et de la bouche, une balle dans la tête. Les médecins ont confirmé le décès sur place, mais la maison ne montrait aucun signe d'effraction. Il n'y avait pas de vitre brisée, rien n'avait été fouillé, et l'épouse du pasteur a expliqué que la porte de derrière était probablement déverrouillée. Elle l'avait oublié déverrouillée et que l'intrus aurait peut-être pu entrer par là. La version de l'invasion avait du sens pour les enquêteurs à ce moment-là. La nouvelle s'est alors répandue dans tout Ada en quelques heures, et la réaction a été exactement ce que vous pouvez imaginer dans une petite ville. L'église est entrée en deuil, tout le monde était complètement bouleversé, les fidèles se sont réunis pour prier pour la famille, une vraie communauté. Un communiqué officiel de l'église évoquait un état de choc, une grande tristesse et demandait du respect pour la famille. Christy, la veuve, a été soutenue par les fidèles, les enfants étaient anéantis. Au départ, il s'agissait d'un homme bon assassiné de sang-froid dans sa propre maison par un intrus. Un inconnu n'importe qui. Le travail de la police était maintenant de traquer cet intrus et de découvrir pourquoi il avait fait cela. La police d'Ada a fait appel même au service de l'État d'Oklahoma pour aider à l'enquête. Et ces agents d'État, là, quand ils ont commencé à interroger les voisins du quartier, ils ont découvert que, dans les jours précédant le meurtre, ils avaient vu une Mustang blanche garée devant la maison des Evans. Une voiture qui n'appartenait pas à la famille. Une voiture qui apparaissait justement à la maison de la famille les jours où le pasteur n'était pas là, c'est-à-dire aussi pendant ce voyage missionnaire au Mexique dont je viens de vous parler. L'un des voisins avait une caméra de surveillance, vous savez, celles qui sont fixées dans un boîtier, vous voyez ? Et elle a réussi à capter quelque chose qui confirmait, lorsque les enquêteurs sont allés vérifier, ce que d'autres voisins avaient déjà raconté. Alors, les enquêteurs devaient découvrir à qui appartenait cette Mustang, n'est-ce pas ? Ils ont recoupé les images qu'ils avaient obtenues des commerces du quartier et ils ont trouvé. Le nom est apparu dans le dossier de ce véhicule-là. Et cet homme, supposé propriétaire de la voiture, s'appelait Khalil Dennis Square, 26 ans. Quand les agents ont demandé, ils ont demandé à Christy qui était ce type. Après tout, la voiture était là tout le temps, non, quand le pasteur n'était pas là. Elle a hésité un instant, mais elle a fini par admettre que ce Khalil Square était son petit ami. Tu te rends compte ? L'histoire simple de l'intrus inconnu était un peu tombée à l'eau, non ? Ils avaient maintenant un suspect en chair et en os, un homme qui avait passé 3 nuits dans la maison du pasteur pendant que celui-ci voyageait, prêchant l'évangile. Les enquêteurs ont alors commencé à presser Christine pour obtenir plus de détails, et c'est à ce moment-là qu'est venue l'une des révélations les plus inattendues de l'affaire, car Christy a commencé à raconter comment elle et son petit ami s'étaient rencontrés. Et l'histoire n'avait rien à voir avec une simple trahison, tu sais. Selon ce qu'elle a dit aux agents, confirmé plus tard dans les documents officiels du dossier, d'accord ? Elle et son mari David n'étaient pas un petit couple conventionnel d'église comme tu pourrais l'imaginer, d'accord ? Tous les deux menaient une vie sexuelle secrète, ils voyageaient dans des villes voisines, restant dans des chambres d'hôtel, des motels bon marché, tu vois,
et organiser des rencontres sexuelles avec d'autres hommes. Elle a dit que cette routine durait déjà depuis des années et que la première fois, c'était pendant un voyage dans un complexe hôtelier au Texas où le port de vêtements était optionnel, tu vois. Ce genre de truc où tu restes à poil, tu veux ou tu veux pas, enfin bref. Selon elle, elle est retournée dans la chambre et a trouvé son mari sur le lit avec un autre homme. Alors elle a dit qu'à ce moment-là, elle a senti qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Comment dire non? Je n'ai pas trop bien compris cette partie-là. Non, mais en gros, elle ne pouvait pas dire non. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte-là, d'après ce qu'elle a raconté aux enquêteurs, qu'au milieu de tout ça, elle a rencontré ce fameux Khalil Square. Le petit ami, l'amant, peu importe comment tu veux l'appeler, est allé dans un motel en janvier 2021 lors d'un de ses rendez-vous organisés par le pasteur, pour faire un plan à trois. Les trois se sont donc retrouvés dans ce motel plus d'une fois au cours des mois suivants. Et lors d'un des rendez-vous, Christy a discrètement laissé tomber son numéro de téléphone par terre pour que le gars le récupère, afin qu'il puisse commencer à se parler sans que le pasteur ne le sache. Et à partir de là, selon ce qu'elle a admis, les deux ont vraiment commencé à communiquer par eux-mêmes, sans l'intermédiaire du pasteur. Alors, quand David est parti pour cette mission au Mexique, vers la mi-mars, Dave le Square, tu vois, le petit ami, est allé chez sa maîtresse, et c'est exactement pendant ces 3 nuits-là. Ensuite, toujours selon le récit de la maîtresse, c'est là que les deux ont plus ou moins élaboré ensemble le plan pour tuer le pasteur. Et là, on en vient aux raisons, aux moyens, aux motifs et aux opportunités. Donc je dois t'expliquer tout ça en détail. Christy a dit aux agents qu'elle avait raconté à son petit ami, Square, plusieurs choses sur David dans les semaines précédant le crime. Elle a dit que son mari était contrôlant, verbalement abusif et l'insultait en la traitant de salope, grosse, moche, pute. Elle a dit à Square que ce serait bien d'avoir plus de liberté. Et Square, selon le document du procès, a tout écouté et aurait répondu avec un seul mot, sur un ton de quelqu'un qui était en train de traiter l'information. Et il a plus ou moins consenti. Alors, le plan convenu entre les deux était le suivant. Christy allait laisser un pistolet appartenant à David, accompagné d'une boîte de munitions, juste à l'extérieur de la maison. Elle allait aussi laisser la porte arrière déverrouillée. Ça fait partie de l'alibi qu'elle était en train de préparer, n'est-ce pas? Elle allait fixer 1 heure avec Square pour qu'il puisse entrer, ce qui s'est produit la nuit du crime. Vers 1 heure du matin, le 22 mars, Square est arrivé sur place. Christy l'a alors entendu entrer, elle est allée dans la salle à manger et l'a vu accroupi par terre, un peu trouillard, un peu effrayé, nerveux, disant qu'il avait peur de faire trop de bruit et de réveiller quelqu'un. La cible, c'était justement Christy, qui l'a poussé à continuer. Elle a dit « Non, 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 tout va bien. Allons-y, continuons ». C'est elle qui a voulu qu'on le fasse immédiatement. Square est entré dans la chambre du couple, a tiré dans la tête du pasteur endormi, puis s'est enfui par la porte arrière. Christy était restée un moment dans le salon, puis elle est allée dans la chambre. Elle s'est assise sur le lit à côté de son mari, qui était probablement en train d'agoniser, de mourir, n'est-ce pas? Elle a appelé la police, elle a raconté toute l'histoire de l'intrus que je vous ai déjà dite. Et mec, franchement, j'étais abasourdi. Parce que, peu importe les raisons pour que quelqu'un fasse ça, surtout ce Square-là, son petit ami arrivé et tiré comme si de rien n'était, mec, c'est vraiment fou, non? Eh bien, 3 jours après le crime, donc le 25 mars, la police a reçu un message texte de Brittany Long, c'est-à-dire la fille aînée du couple. Le message disait que la mère allait au commissariat pour se rendre. Ce qui s'était passé dans les heures précédentes, et ce qui ne deviendrait plus clair que plus tard, c'est que Christy avait conduit jusqu'à la maison de ses parents, dans la ville de Roland, et avait avoué à sa fille lors d'une conversation en face à face avec elle. N'est-ce pas? Elle a dit à Brittany qu'elle avait supplié Square de tuer son père et que c'était Square qui avait appuyé sur la gâchette avec l'arme de David lui-même. Peu après cette confession, Christy a pris la voiture et s'est rendue seule au poste de police d'Ada, où elle a tout répété aux agents de l'État. Et donc je me suis dit que peut-être sa fille, Brittany, savait déjà quelque chose pour qu'elle soit arrivée comme ça. Alors elle en a parlé ouvertement comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Comme si ce n'était rien. Comme si elle savait déjà, pour mieux dire, quelque chose, n'est-ce pas? Enfin, écoute ça. Quand les agents de l'État, après son arrivée au commissariat, n'est-ce pas? Quand les agents ont commencé à lui demander pourquoi elle se rendait, après avoir menti, n'est-ce pas, lors de cet appel d'urgence, elle a dit qu'elle devait d'abord se réconcilier avec Dieu. Khalil Square, son petit ami, a été retrouvé et arrêté la même nuit où elle a tout avoué, dans une petite ville voisine appelée Niwala. Tous les deux ont été inculpés pour homicide volontaire, au 1er degré.
À ce moment-là, l'affaire a évidemment fait les gros titres au niveau national. Et le récit dominant de tous les journaux télévisés américains a suivi à peu près une seule ligne. C'était l'histoire d'un triangle amoureux qui s'était terminé par un meurtre. Une épouse infidèle et un mari assassiné par... Quelqu'un veut deviner la motivation, hein? La cupidité des deux amants, est-ce vraiment tout? Cette version a semblé se confirmer lorsque certains détails ont commencé à émerger. Par exemple, le fait que David avait une assurance vie d'une valeur de 250 000 dollars et que, selon l'avocat de Square, qu'il a ensuite affirmé lors du procès, Christie aurait promis à SquareCent 60 000 dollars de cette somme. Ensuite, un nouveau pick-up. Ils allaient en vivre ensemble dès que tout serait calme. Franchement, c'est fou, non? Alors, ils ont dépeint Christie comme une séductrice calculatrice qui avait utilisé le sexe pour manipuler un jeune homme de 20 ans de moins et faire le sale boulot, se salir les mains, n'est-ce pas? La procureure de l'affaire, une femme appelée Tara Portillo, allait même dire plus tard que Christie avait manipulé Square comme on joue du violon. N'est-ce pas? Qu'elle a su appuyer exactement là où il fallait. Qu'elle avait utilisé ses talents sexuels pour amener le jeune homme à faire tout ce qu'elle demandait, y compris tuer son mari. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Quelques semaines après le début de la couverture médiatique, la fille aînée de Christie, Brittany, a fait quelque chose qui a complètement changé la façon dont l'affaire était perçue, dont elle était comprise. Elle s'est adressée à NBC News et a remis à l'équipe de la chaîne 4 années de messages privés échangés entre son père et sa mère sur Facebook. Des messages qui allaient de 2017 jusqu'à quelques mois avant le meurtre. Et le David qui apparaissait dans ces messages-là n'avait absolument rien à voir avec le David de la lettre d'amour public qu'il postait aussi sur Facebook. Pour que tu comprennes la différence, je vais te donner un exemple concret, d'accord? Lors d'une dispute qui a duré des heures, en avril, il y a quelques années, le pasteur a traité sa femme de frigide. Il a utilisé ce mot comme une insulte et il l'a rendu responsable du fait que d'autres couples du milieu échangiste n'aient pas repris contact avec eux pour organiser de nouveaux rendez-vous. Il a dit que ces autres couples ne l'avaient pas apprécié, qu'il ne voulait pas d'une deuxième fois avec elle. Dans d'autres messages, David exigeait que sa femme écrive des déclarations détaillées sur leur vie sexuelle, de longs textes avec des descriptions de ce qu'elle faisait pour qu'il puisse les garder et les lire plus tard. Il est amusant, le pasteur, hein? Et quand elle essayait de résister, quand elle disait qu'elle ne voulait plus, il avait un outil de pression, disons, bien particulier et efficace pour lui. Il menaçait de se suicider. Lors d'un de ces échanges, après une menace de suicide de sa part, Christie a écrit une réponse brève pour essayer de désamorcer la situation à ce moment-là. Elle dit qu'elle allait être soumise, qu'elle allait être silencieuse, qu'elle allait être douce, gracieuse, etc. Et sa réponse à cette demande de paix, disons, de sa part, a été d'exiger, en lettres majuscules, qu'elle lui donne quelque chose de sexuel sur le champ. Quelque chose qu'elle offrirait d'elle-même sans qu'il ait besoin de demander ou de forcer. C'est complètement fou, non? Ce que ces messages ont révélé et ce que Britney a commencé à raconter publiquement lors d'interviews, c'est un schéma qu'on appelle le contrôle coercitif, d'accord les gars? C'est un concept développé par un sociologue américain aujourd'hui décédé, appelé Ivan Stark, qui a même écrit un livre entier sur ce sujet en 2007. Lorsque la NBC a donc contacté Stark pour commenter l'affaire, il a dit que cela semblait effectivement être un cas classique de contrôle coercitif. Une situation où l'agresseur compare la relation à une sorte de prison, où il utilise des tactiques stratégiques et oppressives pour contrôler tout l'espace de vie de la victime. Et Stark a fait une remarque qui aide à comprendre pourquoi personne dans la ville n'avait rien remarqué. Il a dit que ce type de relation implique une violence physique fréquente, mais de faible intensité. C'est justement pour cela que la victime n'arrive pas à l'église un dimanche, avec un œil au beurre noir par exemple. Les marques sont internes, elles sont financières, émotionnelles, ce sont de petites restrictions au quotidien, tu sais. Par exemple, contrôler ce que la personne va porter, ce qu'elle va dire, avec qui elle peut parler, quand elle peut dormir. Et ça m'a même rappelé l'oiseau. Prépare-toi, on va sortir. Dis-moi en commentaire si tu t'en souviens. À mesure que leur fille parlait davantage à la presse, elle apportait de plus en plus de détails à l'enquête. Elle a dit que son père utilisait une application de localisation pour savoir où se trouvait la famille tout le temps. Donc c'est normal, mais dans ce contexte, ça ne l'est plus, n'est-ce pas? Elle a dit qu'il était abusif avec la mère et les enfants. Des années plus tard, un autre fils du pasteur, justement celui qui s'appelait Araquin,
a parlé directement aux caméras de ce qu'il avait vécu dans cette maison. Il a dit que son père avait la mèche courte et que, quand il explosait et que sa mère n'était pas là, c'était lui qui en souffrait. Il a raconté que son père, parfois, se mettait tellement en colère qu'il le blessait vraiment, et qu'il est même allé à l'école avec une commotion à cause de ses corrections. Dans certaines versions racontées par Britney, le père cognait aussi la tête des enfants l'une contre l'autre. Tu vois? Il y avait aussi une punition récurrente, obliger les enfants à nettoyer la maison toute la nuit. Tu vois, quand elles avaient fini, il renversait encore les choses pour prolonger la punition. Mais parmi les épisodes qui ont été révélés plus tard, celui qui aide peut-être le plus à comprendre ce qui se passait dans la tête de Christy pendant les dernières semaines, c'est un épisode qui s'est produit environ un mois avant le meurtre. Le 14 février 2021, le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux aux États-Unis, David a découvert que Christy discutait, parlait avec Square, son amant, son petit ami, en cachette. Ils se sont disputés ce jour-là, et c'est lors de cette dispute que Christy a dit pour la première fois qu'elle voulait se séparer, qu'elle voulait divorcer. Le lendemain, David a lui-même envoyé un message aux enfants pour leur annoncer que leur mère voulait se séparer. Britney, ne comprenant pas, a appelé sa mère. Elle a appelé plusieurs fois et est restée des heures sans réussir à lui parler. Lorsqu'elle l'a eue, elle a remarqué que la voix de sa mère était différente. Elle était figée, mécanique, elle répondait par des monosyllabes, tout était bref, robotique, comme si elle coupait ses réponses, tu vois? Britney a demandé plusieurs fois si tout allait bien et sa mère lui a assuré que oui, inutile de s'inquiéter. L'appel a été coupé, enfin, il s'est terminé pour être plus précis, et Britney a raccroché sans vraiment comprendre ce qui se passait. Ce n'est que des semaines plus tard qu'elle a appris ce qui s'était passé dans cette pièce-là, pendant qu'elle parlait au téléphone avec sa mère. À ce moment-là, David était assis juste en face de Christy avec le revolver pointé sous le menton, menaçant d'appuyer sur la gâchette. Tout dépendait de ce qu'elle dirait à sa fille. Comme je l'ai dit, il utilisait cette méthode pour tenter de retenir sa femme, une forme de terreur psychologique. Mais pour Christy, cela devenait la goutte d'eau de trop. Et c'est dans cette période d'environ 30 jours, entre cette scène avec le revolver et le voyage du pasteur au Mexique, que Christy a commencé à parler avec Square de ce qu'elle appelait dans ses messages avoir plus de liberté. Ce qui m'a vraiment surpris, en fait, c'est qu'elle ait suivi les recommandations du pasteur, n'est-ce pas? Ce truc-là, appuyé sur la gâchette, elle disait « Selon ce que tu vas dire, je vais tirer ici, hein? Tu vas devoir vivre avec ce poids sur la conscience. » Mais ensuite, elle parle avec son petit ami pour le tuer. Comme si elle voulait salir les mains du gars, pas les siennes. Mais elle a encouragé le gars à tuer. Donc s'il avait tué tout seul, ça aurait été compliqué, non? Là, disons, il y a des nœuds dans les maillons de cette chaîne. Un autre détail est apparu plus tard, révélant l'ampleur de ce qui se cachait derrière la façade de cette église. Lors de l'audience sur la peine, sous serment, Christy a estimé que le nombre d'hommes avec qui son mari l'avait forcé à avoir des relations sexuelles au cours des 30 ans de mariage se situait entre 50 et 100. Elle a dit que dans ces hôtels où il restait, n'est-ce pas? Parfois, c'était un homme après l'autre dans la même nuit. L'avocate de la défense, une femme appelée Joy Miskell, a été directe dans sa façon de décrire cette dynamique devant le juge lors du procès. Elle a dit qu'essentiellement, le mari prostituait sa femme et regardait. Elle a dit que David exigeait des rapports sexuels tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Et que si Christy essayait de refuser, elle était violée. La défense a aussi affirmé que ce comportement avait débuté tôt dans le mariage et s'était accentué ces 5 dernières années. Mais c'est là que cette histoire, qui est déjà bien compliquée, n'est-ce pas, difficile à digérer, est devenue encore plus floue. Parce que l'accusation n'était pas convaincue par la version de la défense. Et la procureure Tara Portillo, dont je vous ai parlé, a apporté au tribunal des éléments qu'elle a utilisés pour essayer de montrer une autre Christy. Pendant que Christy était en prison en attendant son procès, elle a écrit des lettres. Certaines de ces lettres étaient destinées à Khalil Square, son petit ami. Et d'autres étaient pour un autre détenu qu'elle avait rencontré en prison. Les lettres étaient explicitement sexuelles. Dans l'une d'elles, elle a écrit qu'elle pouvait satisfaire n'importe quel homme au lit. Tout homme aurait fait cela pour elle après être passé dans son lit. Vous voyez ce que je veux dire? Dans une autre lettre, elle a écrit une phrase qui a particulièrement mal passé au tribunal. Elle a dit qu'elle aurait peut-être dû faire plus attention aux épisodes de l'émission,
suggérant que si elle avait fait attention, elle n'aurait pas été prise. Autrement dit, elle suggérait que si elle avait regardé plus d'émissions de True Crime, peut-être qu'elle n'aurait pas fait ce qu'elle a fait. Des lettres ont également été présentées lors de ce procès, utilisées comme une sorte de preuve que Christie n'éprouvait aucun remords pour ce qu'elle avait fait, et qu'elle restait la même manipulatrice qui avait organisé le crime. La défense a répliqué en disant que ces lettres étaient le résultat direct de décennies de conditionnement sexuel imposé par son mari. Que Christie avait appris tout au long de sa vie adulte que le sexe était le moyen d'obtenir de la validation. Et que ce schéma ne disparaîtrait pas du jour au lendemain. Son procès s'est déroulé en 2 étapes. En avril 2022, Christie a plaidé coupable d'homicide volontaire sans aucun accord avec le procureur. Elle a donc vraiment admis sa culpabilité. Mais elle a laissé la décision de la durée de la peine entre les mains du juge. La défense a demandé une peine légère, 4 ans de prison et le reste en liberté surveillée. Autrement dit, elle était convaincue que tout se passait de coercition et abus, violence mentale, n'est-ce pas, psychologique, émotionnelle. Cela allait influencer le jugement. Mais l'accusation a demandé la peine maximale, d'accord? Autrement dit, la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L'audience de détermination de la peine a eu lieu en août 2022, elle a duré 2 jours. Et elle a été conduite par le juge Stephen Kessinger. Britney a déclaré que son père abusait d'elle et de ses 2 autres enfants, émotionnellement et physiquement, et a pris la défense de sa mère. Et elle a dit au juge que, selon elle, sa mère avait déjà purgé une peine suffisante. 30 ans mariée à cet homme. La mère de David, une dame appelée Jan Richardson, qui avait alors 80 ans, s'est ensuite rangée du côté opposé et a fait une déclaration qui a eu beaucoup de répercussions, d'accord? Elle a dit qu'elle n'était pas au courant de ces abus présumés montrés dans les messages et que, même si c'était vrai, Christie avait sa propre voiture, son propre emploi, de l'argent, une carte de crédit. Elle aurait simplement pu partir pour une autre ville. Elle aurait pu chercher un refuge pour femmes battues et le choix de tuer son mari était injustifiable. Le père de Christie, un homme appelé Eddie Armour, qui avait alors 78 ans, a exprimé un avis contraire, d'accord? Et il a décrit ce que sa fille avait fait comme une fuite de son enfer personnel. Le juge n'a pas retenu la peine de 4 ans demandée par la défense, mais il a aussi rejeté la perpétuité sans libération conditionnelle. Il a tranché pour une peine intermédiaire, mais plus lourde, d'accord? Prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Dans sa justification, le juge a déclaré qu'il considérait le crime comme ayant été commis de sang-froid et que, bien qu'il reconnaisse la situation d'abus, il estimait que le remords de Christie était récent, qu'elle n'avait commencé à montrer des signes de repentir que dans les mois précédant le procès. D'après les calculs de la défense, en se basant sur la législation de l'Oklahoma, Christie ne pourra demander la libération conditionnelle qu'en 2060, après avoir purgé la majeure partie d'une peine de 45 ans. Elle avait 49 ans lorsqu'elle a été condamnée, c'est-à-dire qu'elle aura 87 ans lorsqu'elle pourra faire sa première demande. Dans des interviews qu'elle a données avant la condamnation, Britney, la fille, a raconté que sa mère, le jour où elle a avoué chez ses grands-parents, avant d'aller au commissariat pour se rendre, lui avait dit quelque chose qui est resté gravé dans son esprit. Elle a dit que même en passant le reste de sa vie derrière les barreaux, elle serait plus libre qu'elle ne l'avait été mariée avec son père. Quant à Khalil Square, qui a appuyé sur la gâchette, il a eu un procès séparé, d'accord? En septembre 2022 environ, 1 mois après la condamnation de Christie. Il a aussi plaidé coupable, sans accord avec le parquet. Sa défense, menée par un avocat nommé Tony Coleman, a tenté une stratégie différente, a soutenu que Square avait été contraint par Christie, qu'il était entré dans la maison cette nuit-là, qu'il était resté figé de peur, accroupi dans le salon. Tu te souviens que je t'ai raconté? Eh bien voilà. Et que Christie est apparu là et a dit « Non, allez mon grand, allons-y, finissons-en avec ça ». Toujours selon cette défense, Square pensait qu'il était dans une véritable relation amoureuse avec Christie et qu'il avait été manipulé par ses promesses, tu sais, d'argent, de l'assurance, d'une vie à 2 avec elle. Le juge a rejeté la contrainte et condamné le jeune homme à la perpétuité. Et puis l'église là-bas, tu sais, où ce couple allait, où le pasteur était un leader charismatique, après que tout soit retombé, a publié des communiqués publics reconnaissant que même les pasteurs sont humains et commettent des erreurs. Ils ont demandé de la discrétion pour que la congrégation puisse digérer ce qui s'était passé, et l'église a continué ses activités. Et la maison là où Dave David Evans a été tué, le lit lui-même a été mis en vente. Et les 3 enfants du couple se sont retrouvés avec leur vie un peu divisée, partagée. Voilà. Défendant publiquement leur mère et la mémoire de ce qu'ils y avaient vécu. Un autre confirmant publiquement l'abus du père.
Et le troisième, qui était Gwaran Kim, restait plutôt au milieu, disant dans les interviews qu'il avait données qu'il soutenait la décision du juge, mais qu'il aimait toujours ses parents. Et que son père, malgré tout, n'était pas comme ça tout le temps. Et la NBC News, les gars, a publié une longue enquête qui avait commencé avec les messages Facebook remis par Britney, et Britney elle-même. Des années plus tard, elle a même lancé une pétition publique demandant au gouverneur de l'Oklahoma de commuer la peine de sa mère, affirmant que sa mère avait déjà purgé 3 décennies de peine aux côtés de son père, comme je l'ai dit. Et vous vous souvenez de la question que j'ai posée au début de la vidéo? Qu'est-ce que vous feriez, si vous étiez dans cette situation? Alors, si vous avez suivi jusqu'ici, que vous avez tout écouté attentivement, peut-être que vous avez déjà une réponse toute prête, n'est-ce pas? La vérité, c'est que son histoire ne correspond pas aux 2 catégories que le public utilise ici. Elle n'est pas seulement une victime, elle n'est pas seulement une méchante. Cette femme a répondu à cette question comme une femme de 47 ans qui était entrée dans ce mariage à 18 ans moins d'une semaine après avoir fêté ses 18 ans, et qui avait passé 3 décennies à apprendre, de la manière la plus cruelle possible, qu'elle n'avait pas de valeur propre en dehors de ce que son mari décidait qu'elle avait. Est-ce qu'elle aurait pu partir? La mère de David a dit que oui. Sa défense a dit que non, parce que l'emprise coercitive l'avait convaincue que ce n'était pas possible. Le juge a dit qu'elle pourrait le faire et qu'elle resterait donc en prison pour le reste de sa vie. N'est-ce pas? Et le pasteur David n'est plus là pour dire quoi que ce soit, à part les choses qu'il avait déjà dites dans ses messages qui ont été diffusés, n'est-ce pas? Je repensais à ce post public, une déclaration d'amour où il disait qu'on vivait sur un pied d'égalité, qu'il n'était pas son propriétaire. Je ne sais pas, ça m'a semblé, tu vois, basé sur tout ce qui est rendu public, ça m'a semblé un peu comme un lapsus, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est ça les abductés. Pour plus d'histoires vraies comme celle-ci, pleines de détails, abonne-toi à la chaîne parce que chaque semaine, il y a au moins 3 épisodes. Laisse ton like et ton commentaire, dis-moi ce que tu as pensé de l'affaire, mais si tu ne veux pas commenter sur l'affaire, laisse juste un emoji, ça m'aide déjà beaucoup. Partage avec les fans de True Crime, deviens membre pour soutenir mes productions. D'accord? Merci de ta compagnie, bisous du roux, et à bientôt pour le prochain épisode.